L'objectif de cette vidéo, c'est, je l'espère, de vous faire découvrir des séries que vous ne connaissez pas. On va pas être dans des trucs gentiment spooky. Non, là, on va être dans des trucs assez sérieux. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. Si tout va bien, quand sort cette vidéo, on est en automne, même normalement en octobre, et Halloween approche à grands pas. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous recommander quelques séries de fantastique, d'horreur. Je vais volontairement laisser de côté les séries d'horreur les plus connues. Il n'y aura pas de Stranger Things, Hunting of Hill House et j'en passe. Je préfère vous prévenir, concernant les séries, j'ai à peu près les mêmes goûts que pour les livres. C'est-à-dire que quand je dis horreur, je me tourne principalement vers des contenus plutôt sombres, plutôt adultes. Sachez que je ne suis pas non plus du tout du genre à aimer l'hémoglobine pour l'hémoglobine. Par contre, j'apprécie beaucoup l'horreur psychologique. Comme pour les livres, j'apprécie ce qui est court et efficace. Vous allez donc avoir pas mal de recommandations de séries qui sont soit des mini-séries qui durent une ou quelques saisons. Ma première recommandation, c'est une série qui est sortie sur Netflix cette année, en 2022, et il s'agit d'Archive 81. Cette série met en scène un jeune homme, Dan, qui travaille dans un musée dédié au cinéma comme restaurateur de bandes vidéo, cassettes vidéo, VHS. Il est particulièrement doué dans son domaine, à tel point qu'il va être engagé par un riche et mystérieux dirigeant d'entreprise qui va lui demander de restaurer tout un lot de cassettes qui a été retrouvé et partiellement endommagé dans un incendie. Ce riche homme d'affaires va proposer à Dan une coquette somme et il va lui fournir une maison afin qu'il se consacre entièrement à sa tâche avec tout le matériel nécessaire, du matériel professionnel. Et en échange, ce qu'il exige, c'est que Dan travaille le plus rapidement possible et en toute discrétion. Les enregistrements sont en apparence plutôt sans intérêt puisque il raconte en fait l'emménagement en 1994 d'une jeune fille appelée Mélodie dans un immeuble à New York. Rien de particulier, si ce n'est que, a priori, l'immeuble a fini en fumée. Très vite, Dan va commencer à se méfier de son commanditaire et il va se sentir étrangement impliqué et intéressé par le récit de la vie de Mélodie. Archive 81, c'est vraiment une série qui m'a fait plaisir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi qualitatif dans le domaine du fantastique. Alors là, comme ça, quand je vous en parle, on se demande un petit peu ce qui va se passer. Et ce qui m'a plu justement avec Archive 81, c'est que le début ne laissait pas forcément présager de vers quoi ça allait s'orienter. Sachez aussi que la série est bien terminée en une saison. Vous avez vraiment une histoire qui se tient intégralement. J'ai trouvé les deux personnages convaincants et attachants, aussi bien Dan que Mélodie, et j'ai trouvé qu'à chaque fois leur réaction était relativement crédible et du coup c'était plutôt agréable de les suivre. J'ai pas envie de trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais faites-moi confiance. Si vous aimez les cercles occultes et les ambiances un petit peu inquiétantes, vous ne serez vraiment pas déçus. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est The Terror, qui est sortie en 2018 et qui est toujours disponible sur Amazon Prime. Aujourd'hui, il y a 2 saisons de The Terror, mais chacune est totalement indépendante. Et moi, ce dont je veux vous parler, c'est la première saison qui est inspirée du roman du même nom de Dan Simmons. The Terror, c'est une série avec une ambiance, des vibes fantastiques, mais qui pourrait presque être considérée comme historique, puisque dans The Terror, Dan Simmons s'est inspiré de faits réels
pour raconter l'histoire d'une expédition maritime britannique qui a démarré en 1845. La série met en scène un officier de marine plutôt assez reconnu au moment où démarre la série, qui s'appelle John Franklin et qui se voit obligé d'obéir aux ordres. Et ces ordres lui demandent de prendre un bateau pour essayer en fait de trouver un passage vers le sud de l'Inde en passant par l'Arctique. Franklin sent que c'est une expédition extrêmement dangereuse, mais il n'a pas le choix puisque c'est l'amirauté qui lui ordonne. Au total, il y a 2 bateaux dans l'expédition, dont un qui s'appelle The Terror, justement. Nos 2 bateaux vont partir et malheureusement vont finir par se retrouver bloqués dans la glace. Et là, piégés, les équipages vont devoir tenter de survivre dans des conditions extrêmes, le froid, la faim, la maladie. Et en plus de ça, il se pourrait bien qu'il y ait une menace extérieure inquiétante et mystérieuse qui se profile. Cette série m'avait vraiment marqué, notamment pour le jeu d'acteur. On retrouve notamment Jared Harris qui a joué dans Tchernobyl ou plus récemment dans Fondation, qui est un acteur que j'adore et qui est extrêmement convaincant dans cette série, mais aussi Ciaran Hinds. Je vous mettrai une image, une photo de lui, je pense que vous le reconnaîtrez direct. C'est une série où la peur va venir de l'extérieur, mais aussi du climat extrêmement difficile et des tensions qui vont s'installer entre les membres de l'équipage, dont l'unité va forcément être mise à mal puisque ils sont dans une situation absolument catastrophique et qu'il faut faire des choix difficiles. Je vous le conseille si vous aimez les choses un petit peu historiques et si vous êtes prêt à regarder quelque chose de très dramatique. On continue avec, je pense, mon petit chouchou de cette liste. C'est une série qui, si je ne me trompe pas, aujourd'hui est disponible sur OCS. D'ailleurs, c'est une série HBO, les mêmes qui ont produit Game of Thrones par exemple. L'histoire commence avec un homme, Sam, qui est interprété donc par Jude Law, en Angleterre, qui se balade en forêt et qui, en se promenant, va tomber sur une très jeune fille qui essaye de mettre fin à ses jours. Et dès qu'il la voit, Sam va se précipiter et il va la sauver. Et après ça, forcément il va pas la laisser, il va décider de la ramener chez elle. Il se trouve que cette jeune fille habite sur Ossie, qui est une île au large de la côte. Sam va donc prendre sa voiture, se rendre sur l'île, il va raccompagner la jeune fille jusqu'à l'endroit où elle souhaite être ramenée, c'est-à-dire au pub du petit village qui se situe sur cette île. Et une fois là-bas, Sam ne va pas trop savoir à quoi s'en tenir, il n'est pas complètement rassuré, pas complètement convaincu notamment qu'il a bien fait de remettre la jeune fille dans les mains de sa famille et que c'était la meilleure chose à faire. Il hésite à repartir tout de suite, mais au final, il ne va pas avoir le choix et il va devoir passer la nuit sur place puisque la marée va monter. Le passage en fait qui relie la côte à l'île va être inondé et bah voilà, il faut attendre le lendemain pour que la terre soit à nouveau accessible. Tout en sachant que les habitants de l'île ont l'air tantôt sympathiques, tantôt un peu étranges, un peu renfermés. Ils sont très pris aussi par la préparation d'une fête locale qui va avoir lieu prochainement, qui va d'ailleurs avoir lieu sur 3 jours, d'où l'appellation The Sunday. Cette série, c'est vraiment un must-see si vous aimez le folk horror, si vous avez aimé des films comme The Wicked Man, comme Midsommar, si vous aimez les histoires Lovecraftiennes à la Innsmouth par exemple, visuellement c'est sublime, il y a beaucoup de nature et en même temps ça a un côté assez terne, assez sombre. C'est vraiment pour moi une série qui
coche les cases du fantastique que j'adore, c'est-à-dire un fantastique très ambigu, et ce pendant très longtemps. Vraiment, il y a énormément de mystères. On ne cesse en fait de se demander est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? Est-ce qu'il faut faire confiance ou pas aux différents personnages qui nous sont présentés? Est-ce que vraiment il y a de la magie, du surnaturel à l'œuvre ou pas? Ça paraît finalement assez bien fait, mais assez conventionnel au premier abord. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous parce que plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que c'est une série, je trouve, qui rebondit et met une couche en fait de modernité intéressante sur les codes en fait assez classiques de l'horreur et de ce genre d'histoire. Je vous tease un peu, mais sachez qu'il y a un vrai basculement au milieu de la série. Vous allez changer complètement de perspective. Oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais la série a un découpage quand même assez particulier. Vous avez une première partie qui s'appelle Été, qui est composée des 3 premiers épisodes. Vous avez une deuxième partie qui comporte aussi 3 épisodes, et cette fois-ci qui s'appelle Hiver. Et au milieu, vous avez un épisode facultatif qui s'appelle Automne. Et vous n'êtes pas obligé de le regarder. Très honnêtement, vous pouvez complètement comprendre la série sans avoir besoin de regarder cet épisode spécial, qui est un petit peu particulier, parce que c'est un épisode qui dure 12 heures, et qui est un plan séquence unique. Moi j'avais trouvé ça assez fou au moment où c'était sorti. Il y avait, si on était en Angleterre, la possibilité de s'inscrire pour participer en tant que figurant au tournage de cet épisode. Sachez quand même que c'est une série avec un rythme très lent. Il n'y a pas énormément d'action, hein. Il se passe pas 10 000 choses, mais vraiment l'ambiance c'est extrêmement réussi. On se sent en fait comme le personnage prisonnier et pris dans cette île humide, venteuse, il fait gris, les habitants, on sait pas trop, il y a une fête qui approche, mais en même temps, est-ce qu'ils ont l'air aussi joyeux? Mais ils sont bizarres, oui, mais en même temps, bon, ils vivent sur leur île, ils sortent pas trop de chez eux, on sait pas trop. Vraiment, The Sorbet, bijou. Une fois n'est pas coutume, on poursuit avec un animé. Alors sachez que je suis loin d'être une méga spécialiste de l'animation japonaise, hein. J'ai pas du tout tout vu, tout testé, mais j'en ai quand même regardé un certain nombre, et il y en a quelques-uns qui m'ont marqué plus que d'autres, et Death Parade en fait partie. C'est un animé qui est sorti en 2015, il n'y a qu'une saison, et il est disponible sur Netflix. Pour info, ce n'est pas l'adaptation d'un manga, il s'agit d'une création originale du studio qui en est à l'origine, Madhouse. Au début de Death Parade, 2 personnes qui ne se connaissent pas, un homme et une femme, rentrent dans un bar nommé le Queen Decim. L'ambiance du bar est plutôt sombre, plutôt pesante, et ils sont les seuls clients. Et surtout, ils se rendent compte qu'ils n'ont absolument aucun souvenir de comment ils sont arrivés ici. Il y a quand même un barman, et ce barman va leur proposer de jouer à un jeu. Je sais plus ce que c'est, si c'est des fléchettes, un damier ou des cartes, mais vous voyez l'esprit. Sauf que dans ce jeu, ils vont devoir miser leur vie. Et ben ils n'ont pas trop le choix s'ils veulent espérer savoir ce qu'ils font là et sortir peut-être un jour de ce bar. C'est vraiment un animé qui a, je trouve, un très bon concept. Au bout du premier épisode, vous saurez ce qu'il retourne et qu'est-ce que ce mystérieux bar, le Queen Decim. Mais je vous laisse la surprise parce que franchement, moi j'ai énormément apprécié voir le premier épisode sans savoir de quoi il s'agissait. Alors, évidemment, il faut pas être allergique, entre guillemets, à quelques trucs qu'on retrouve régulièrement dans les animés, donc je sais pas, au côté un petit peu surjoué, au type de personnage qu'on retrouve souvent.
au côté parfois un petit peu caricatural, mais enfin, cette série est quand même destinée à un public adulte et elle est pas si manichéenne que ça, je trouve. Ce qui m'a particulièrement plu et marqué, je crois, dans Death Parade, c'est le décalage étrange qu'on va avoir entre les situations terribles que vivent les joueurs, les clients du bar, et le quotidien du personnel qui travaille dans ce bar. Les clients jouent leur vie, forcément, ils passent par des trucs atroces. Mais à côté, on a le personnel du bar qui travaille là et qui n'a pas trop le choix. Ils sont obligés, en fait, de faire ce qu'ils font. Et ils ont un côté, en fait, assez attachant, parfois même drôle. Il y a presque un côté un petit peu tranche de vie par moment. Du coup, on a cette espèce de décalage assez étrange qui est d'ailleurs assez bien représenté à travers le contraste entre l'esthétique, le fond, la thématique de la série et son générique qui est un truc complètement déjanté. La seule chose qui est dommage, c'est que tout n'est pas complètement terminé à la fin de la saison 1 et pourtant, a priori, cette série n'aura pas de saison 2. Il n'y a jamais eu d'annonce officielle, mais bon, vous voyez, ça fait depuis 2015 et il n'y a pas de suite qui a été officialisée. Mais sachez que ça n'empêche pas de l'apprécier, d'apprécier cette première et unique saison du coup. Je dirais que c'est une série qui a pas mal de chances de vous plaire, notamment si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu jeu de la mort. Si vous avez apprécié Squid Game par exemple, je vous conseille Death Parade. On va aller très nettement et franchement vers l'horreur avec la prochaine série dont je veux vous parler, qui n'est autre que Channel Zero. Channel Zero, c'est une série qui, à ma connaissance, n'est pas disponible aujourd'hui en streaming en français. Du coup, il faudra vous la procurer en DVD par d'autres moyens. C'est une série qui a été diffusée entre 2016 et 2018 et qui compte 4 saisons entièrement indépendantes les unes des autres. C'est une anthologie d'horreur. Et vous allez dire que je suis médisante, mais c'est de bien meilleure qualité qu'une certaine American Horror Story. Channel Zero, ce sont donc différentes histoires d'horreur, une par saison, qui sont généralement inspirées de creepypasta ou de légendes urbaines. Channel Zero, c'est vraiment très effrayant et vraiment très dérangeant. C'est pas le genre de truc où vous trouverez de la violence gratuite et du gore pour du gore, mais néanmoins ça reste très visuel, très graphique. Il y a beaucoup de scènes, d'implications, de messages qui mettent franchement très mal à l'aise. Donc voilà, soyez prévenus. Channel Zero, c'est tout sauf tout public. Juste pour vous donner une petite idée, la première saison s'appelle Candle Cove et elle est inspirée de la creepypasta du même nom, à savoir qu'on va suivre un personnage qui va se remémorer une série, enfin une émission de télé qu'il regardait quand il était petit. Il va se rendre compte que d'autres personnes ont souvenir d'avoir vu cette même émission de télé, qui est une espèce d'émission télé bizarre, un peu pour les enfants, un peu à la Muppet Show, vous voyez, avec des marionnettes, avec une ambiance un petit peu pirate. Et donc plusieurs personnes se souviennent avoir vu cette série, et pourtant, quand ils essayent d'en retrouver la trace, eh ben, on dirait que cette série n'a jamais existé. La deuxième saison s'appelle The No End House. Ça va parler d'un groupe de personnes qui va décider d'aller explorer une maison qui a la réputation d'être un peu hantée, enfin en tout cas d'être une étrangeté. Quand ils vont s'y aventurer, ils vont commencer à prendre les choses un petit peu au sérieux, puisque cette maison a l'air étrangement grande et labyrinthique. La troisième saison s'appelle Butcher's Block. On va suivre deux jeunes sœurs qui débarquent dans une ville dans laquelle ont eu lieu un certain nombre de disparitions assez mystérieuses. Et en parallèle, on parle d'un mystérieux escalier qui se matérialiserait parfois dans un parc de la ville.
Enfin, la dernière et quatrième saison s'appelle The Dream Door et met en scène un jeune couple qui s'installe ensemble dans leur nouvelle maison et de façon inopinée va soudain apparaître dans leur sous-sol une porte. La jeune femme va devenir assez obsédée par cette porte et bientôt de cette porte va sortir quelque chose qui va être effrayant et en même temps peut-être un peu plus complexe que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Cette dernière saison, elle met beaucoup le couple au centre des questionnements et des interrogations. Elle est d'une justesse et en même temps d'un malaise, mais assez impressionnant. Je trouve que pour de l'horreur, c'est vraiment pas cheap, c'est visuellement très réussi, c'est globalement très bien joué. Si vous aimez l'horreur et que vous n'avez peur de rien, vraiment vous ne pouvez pas passer à côté de Channel Zero. J'ai dit que je ne parlais pas de choses connues, mais je tiens quand même à mentionner 2 séries cultissimes. La première, c'est la saison 1 de True Detective, qui donc est une histoire à part entière, met en scène un duo d'inspecteurs qui va devoir enquêter en Louisiane sur une série de meurtres de jeunes femmes dont les motivations ont l'air d'être occultes. Le mystère est très haletant, la relation d'amitié qui se noue entre les 2 enquêteurs est particulièrement touchante et il y a une petite vibe Lovecraftienne, chambersienne. Il n'est pas impossible que vous entendiez parler d'un certain Roi en jaune, et vous savez que j'aime bien. La deuxième série que je tenais à mentionner très rapidement, c'est le cultissime Twin Peaks de David Lynch, qui compte au total 3 saisons, dont les 2 premières sont sorties au début des années 90, et dont la 3e saison est sortie 25 ans après, quelque chose comme ça. La saison 1 est très bonne, la saison 2 se perd un peu en intrigue à l'eau de rose, mais en fait ça s'explique par rapport à l'histoire et le niveau d'implication de David Lynch dans la série et notamment dans cette saison 2. Et sachez qu'ensuite la saison 3 raccroche pas mal les wagons et qu'elle conclut de manière assez convaincante et cohérente cette série. Twin Peaks prend place également aux États-Unis, mais dans une ambiance assez différente de True Detective, puisque l'action se déroule dans la petite ville fictive de Twin Peaks, qui se situe dans l'état de Washington, c'est-à-dire à la frontière des États-Unis et du Canada. Et dans cette petite ville va être envoyé l'inspecteur Cooper pour enquêter sur la mort de Laura Palmer. Laura Palmer étant une jeune fille bien sous tout égard, très appréciée dans la communauté. C'est une série qui a une atmosphère vraiment très à elle. C'est un espèce de mélange de kitsch, d'humour un petit peu absurde, entre un côté complètement farfelu, humoristique par moments, et d'autres passages vraiment très mystérieux, voire même carrément dérangeants. Il y a certaines choses qui sont assez difficiles à saisir dans cette série, mais sachez qu'il existe pas mal de contenus, y compris gratuits en ligne, de gens qui se sont donnés à fond pour comprendre et analyser Twin Peaks. C'en est tout pour ces quelques recommandations de séries fantastiques horrifiques. Moi aujourd'hui, en matière de séries horrifiques, ce que j'attends avec une impatience folle, c'est Cabinet of Curiosities, qui va du coup être une succession d'épisodes qui à chaque fois seront des one-shots, réalisés par Guillermo del Toro et qui je crois est à paraître pour fin du mois ou courant novembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu certaines de ces séries, si vous avez aimé ou si au contraire ça vous a pas plu ou si vous avez détesté, bah dites-moi pourquoi. Et évidemment, si vous de votre côté vous avez des recommandations, bah écoutez, avec plaisir. Pour une fois, je vous aurais pas parlé de livres, mais j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Je vous souhaite de passer un bel automne, un bon Halloween si vous le fêtez, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!